Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Alex Kreiner, un analyste de marché, auteur, ancien recteur de fonds, gestionnaire de fonds et aussi écrivain pour Tronc Compass sur Substack. Alors assurez-vous de le suivre et bonne année. Merci de m'avoir invité, Glenn. Toujours un plaisir de vous rejoindre et bonne année à vous et à tous nos spectateurs et auditeurs également. Il semble toutefois que 2026 sera l'année de l'escalade et peut-être d'une escalade incontrôlée. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Rien que ces derniers jours, nous voyons dans le New York Times un article affirmant que la CIA, avec la bénédiction de Trump, a aidé des attaques sur des raffineries russes et des pétroliers civils, ce qui signifie que ce n'est plus une guerre par procuration, c'est une guerre directe. Nous voyons cela concernant l'attaque présumée contre la résidence de Poutine, où ce qu'un responsable américain a dit au Wall Street Journal, c'est que l'attaque visait une installation militaire, ce qui correspond à ce qu'Arestovitch a dit, qu'il y a un centre de commandement nucléaire russe qu'ils ont tenté d'attaquer. Aujourd'hui, le ministre suédois de la Défense a dit que nous ne pouvons pas nous permettre la paix. La paix serait mauvaise maintenant parce que si la paix éclatait, alors les Russes pourraient déployer plus de troupes dans la région de la mer Baltique, ce que le Premier ministre danois a déjà dit ainsi que le chef du renseignement allemand. Nous voyons que les États-Unis ont sanctionné des responsables de l'UE en intensifiant leur rhétorique sur le Groenland. Quelle est votre lecture de toute cette situation? Je sais qu'il y a beaucoup de sujets, mais que se passe-t-il? Eh bien, la façon dont je le lis est, tout d'abord, je ne ferai confiance à rien venant du Wall Street Journal, du New York Times, de Reuters, etc. Je pense qu'il y a vous savez, alors que le projet Ukraine sombre sous la vague, et que la Russie gagne la guerre, je pense qu'il y a une panique dans les rangs de l'ordre mondial basé sur des règles, que si la paix éclate, c'est une défaite pour eux, c'est une défaite totale pour eux. Et donc ils doivent à tout prix maintenir l'Ukraine en lutte et les négociations en cours entre Donald Trump et son administration et leurs homologues russes représentent une menace directe pour eux. Donc je pense qu'ils diffusent ces types de nouvelles dans le circuit, exactement comme des opérations psychologiques pour essayer de saboter la relation entre les États-Unis et la Russie. J'ai trouvé l'article du New York Times particulièrement intéressant parce qu'il essaie de suggérer que Trump a donné le feu vert pour les attaques sur les pétroliers russes et tente même d'expliquer la pensée de Trump. Ce que je remettrai en question. Comment savez-vous que c'est la pensée de Trump? Il n'a jamais rien dit de tel en public. Alors bien sûr, ils vont maintenant citer 3 responsables soi-disant bien informés, comme à leur habitude. Mais pour moi, tout cela relève essentiellement de la guerre psychologique. Et je pense que le plus important, l'objectif le plus important qu'ils essaient d'atteindre est de saboter la relation entre la Russie et les États-Unis. Parce que pour l'ordre mondial basé sur des règles occidentales, ramener les États-Unis à bord comme leur allié et soutien incontesté de toutes les manières est la seule issue à cette défaite. Eh bien, ce n'est même pas vraiment une issue à la défaite, mais au moins cela pourrait prolonger la guerre pour donner aux Européens le temps de se préparer à reprendre le combat, peut-être en 2029 ou 2030, puisqu'ils disent maintenant que c'est le de temps dont ils ont besoin pour se parer à la guerre. Il y a aussi des divisions qui se produisent au sein de l'Europe, c'est-à-dire que nous voyons Macron, qui est généralement très cohérent, encore une fois depuis des années. Il soulignait que nous devons avoir une architecture de sécurité qui prend en compte la Russie, donc nous ne pouvons pas nous permettre de créer une Europe sans la Russie, car cela deviendrait une Europe contre la Russie, ce qui est évident aujourd'hui. Mais en même temps, il n'a pas de problème avec l'expansion de l'OTAN au fil des ans et la construction d'une immense armée ukrainienne comme un proxy contre les Russes. Il ne semble pas vouloir faire de diplomatie. Et puis, soudainement, les choses changent un peu.
Il dit que nous devrions peut-être commencer à réengager la Russie et parler de la sécurité européenne. Et il a fait un autre discours disant que, eh bien, pourquoi? Eh bien, le 6 janvier, nous, les Européens, nous réunirons et une fois qu'un accord de paix aura été conclu, nous donnerons des garanties de sécurité ferme à l'Ukraine pour la défendre contre la Russie. Eh bien, cela empêche en quelque sorte toute paix de se produire. Alors, où voyez-vous Macron sur la carte? Et on dit aussi qu'il se sépare un peu des Allemands en termes de comment il a agi lors des efforts de Merz pour voler les actifs russes. Eh bien, il me semble que si le volte-face était une discipline olympique, Macron serait un médaillé d'or incontesté dans le monde. Mais je trouve très intéressant qu'il ait récemment changé de cap un peu en faveur d'une entente avec la Russie, parce qu'il a dit, eh bien, peut-être vous savez que la Russie n'est pas vraiment un ennemi, mais un rival, et que peut-être que la guerre avec la Russie n'est pas inévitable, et que nous avons besoin d'une nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe, et que nous devons prendre en compte la sécurité russe. Considération, ce qui est en fait complètement compatible avec ce que Trump et Poutine ont convenu à Anchorage en août. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais ce n'est pas juste Macron. Nous avons vu un certain nombre de dirigeants européens qui étaient auparavant parmi les principaux faucons de guerre qui ont soudainement changé de cap au cours de la dernière semaine ou les 2 dernières. L'un d'eux était le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui était, vous savez, l'un des plus grands faucons de guerre, qui voulait fournir les Storm Shadows manqués. Désolé, comment s'appellent les missiles allemands? Pas les Storm Shadows, mais les Taurus. Taurus. Les Taurus. Oui. Les missiles Taurus voulaient placer des troupes allemandes en Ukraine, et ainsi de suite. Maintenant, soudainement, il dit « Oui, vous savez, la Russie n'est pas vraiment un ennemi. Ils sont un adversaire, et vous savez, ils ne vont pas attaquer l'Europe. » Ensuite, la même chose est venue de « Oh, maintenant je suis Le chef des renseignements estoniens a dit quelque chose de similaire, que l'Estonien. » la Russie n'a pas d'attaque, pas d'intention, oui. Oui, le chef des renseignements estoniens était l'un des plus récents. Mais une autre personne, de toute façon, j'ai compté environ 4 ou 5 faucons de guerre européens, vraiment enragés, qui ont soudainement changé leur position sur la Russie et l'Ukraine. Et je devais me demander pourquoi c'est le cas. Ont-ils tous eu un moment de révélation soudaine, ou y a-t-il une pression extérieure exercée? Et je supposerais qu'il y a une pression extérieure exercée, et je pense que cela a à voir avec les enquêtes américaines sur la corruption en Ukraine, parce que, vous savez, nous avons déjà vu un éclatement de l'équipe de soutien de Zelensky à Kiev à propos de 100 millions de dollars. Scandale de corruption. Mais les vrais chiffres atteignent des dizaines de milliards de dollars. Et nous savons qu'une partie de cet argent a été blanchi à travers des banques occidentales, des banques lettonnes et d'autres probablement vers les œuvres de charité favorites de certains de ces faucons de guerre. Et je pense que l'administration américaine dispose désormais de reçus et est en mesure d'exercer des pressions et de faire changer de cap tous ses dirigeants, parce qu'une guerre générale entre l'Europe et la Russie est un risque énorme pour l'administration américaine. Vous savez, même nous avons des précédents historiques. Cela suggère que même lorsque le public américain est fortement opposé à la participation à une guerre européenne, dans 2 précédents sur 2 au cours du siècle dernier, ils ont été embarqués. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale, les 2 fois, l'électorat américain était opposé à la guerre dans un rapport de 90-10, où 90% de l'électorat était fermement opposé à la guerre, mais d'une manière ou d'une autre, vous savez, les responsables ont réussi à manipuler les États-Unis pour qu'ils rejoignent la guerre. Donc, si les puissances européennes parvenaient à former un front commun contre la Russie, je pense alors vous savez que les médias et les relations publiques s'emballeraient. Et bien sûr, ils utiliseraient certaines de ces mêmes techniques. Oh, vous savez, nous sommes tous une nation d'immigrants et nous sommes polonais, allemands, britanniques et irlandais. Et donc maintenant, regardez ce que les Russes font à nos frères et sœurs sur le continent européen.
Bien sûr, nous devons les soutenir. Bien sûr, nous devons rejoindre la guerre. Et donc, à la fin, vous savez, même si cela prend 1 an, 2 ou 3, c'est le risque. Et je pense que c'est pourquoi l'administration Trump est très désireuse de prévenir un tel scénario. Et je pense que c'est la raison pour laquelle certains des plus grands faucons de guerre en Europe changent soudainement de ton et disent, eh bien oui, en fait, vous savez, la Russie n'est pas susceptible de nous envahir. Donc le danger de guerre est beaucoup plus éloigné qu'il ne l'était. Le représenter comme avant. Eh bien, il semble juste que, comme l'OTAN perd la guerre en Ukraine et que, vous savez, l'effondrement de l'Ukraine se poursuit, cela ne peut plus vraiment être nié. Ça s'intensifie. Nous pouvons le voir militairement, économiquement, politiquement. Les Européens ont essentiellement, nous pouvons mettre les États-Unis, bien sûr, dans la même catégorie. Ils n'ont que deux options. C'est-à-dire qu'ils peuvent soit intensifier, c'est-à-dire rejoindre la guerre plus directement, pour sauver la situation, soit commencer à faire la paix. Mais pour faire la paix, il faut s'attaquer aux causes profondes, ce qui signifie discuter des demandes de la Russie concernant la prise en compte de ses préoccupations en matière de sécurité dans l'architecture de sécurité européenne, quelque chose que nous avons refusé de faire depuis 30 ans, donc il n'y a pas de bons résultats, mais pour les Européens, c'est-à-dire. Mais si vous voulez, il est peu probable que tout le monde soit d'accord là-dessus. Dans quelle direction? Ils sont mutuellement exclusifs. Et je pense que c'est pourquoi vous voyez beaucoup de revirements. Un jour, entendre des États baltes, les Russes arrivent avec les frontières. Le lendemain, il n'y a aucun projet de nous attaquer. Je veux dire, c'est très difficile à suivre. Le contrôle du récit, je pense, se fissure un peu, étant donné qu'ils doivent maintenant prendre cette décision. Oui, ils sont à ce carrefour où ils ne peuvent vraiment pas s'unir sur une position. Mais que voyez-vous cependant en termes de la scission UE et États-Unis? Parce que les Européens, bien sûr, étaient très contrariés que leurs responsables aient été sanctionnés par les États-Unis. Nous avons reçu beaucoup de tweets de von der Leyen disant à quel point la liberté d'expression et tout cela était très important dans l'UE. Alors, voyez-vous cela comme un autre signe d'éloignement? Eh bien, oui, absolument. Et puis, vous savez, il y avait aussi un passage étrange. Enfin, pas si étrange, mais un passage assez explicite dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, récemment publié, qui disait que les États-Unis cultiveraient les mouvements en Europe qui s'opposaient à la direction actuelle de l'Europe, qui est, vous savez, autoritaire, dictatoriale et ainsi de suite. Et la façon dont nous pouvons comprendre cela dans le contexte complet du document est qu'ils ont l'intention de soutenir des mouvements souverainistes dans des pays européens individuels comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et ainsi de suite. Et donc, je pense que c'est tout à fait conforme à ce que nous voyons se passer. Et je me souviens juste du quatrième responsable américain, européen, qui semble avoir changé. Sa position sur la guerre en Ukraine était Alex Stubb, le président de la Finlande, qui a soudainement adouci sa position également. Je pense que les États-Unis sont désireux de cultiver de bonnes relations avec les mouvements souverainistes en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays comme la Hongrie, la Pologne et ainsi de suite. Mais je pense qu'ils veulent voir l'UE et l'OTAN dissoutes. Bien sûr, ils ne peuvent pas le dire ouvertement, mais je pense que parce que vous savez, même maintenant Trump, quand il parle de l'OTAN et de la participation des États-Unis à l'OTAN, il parle en gros de nous leur vendrons des armes, eux. Vous savez, comme si les États-Unis ne faisaient plus partie de cette alliance. Dans une perspective historique globale, ça a du sens. Dans un contexte historique large, ça s'explique. Mais cela vous choque quand vous le regardez du point de vue de la continuité de 60 ans de l'ordre mondial d'après-guerre, où, vous savez, les États-Unis n'étaient pas seulement le membre central de l'OTAN, ils étaient pratiquement toute l'OTAN. Et maintenant Trump parle comme si les États-Unis étaient une force extérieure qui les soutiendra, mais pour, vous savez, une contrepartie. Donc je pense que c'est ce dont nous parlons. Et cela est aussi cohérent avec l'idée qu'il doit y avoir une nouvelle architecture de sécurité pour le continent européen.
Et cela signifie évidemment pas celle associée à l'OTAN, car l'OTAN est, vous savez, la fondation de l'architecture de sécurité actuelle. Une future, évidemment, dans la mesure où elle est différente, doit exclure l'OTAN. L'OTAN est devenue sans pertinence. Je pense que les Américains sont conscients de cela depuis très longtemps. C'est pourquoi ils ont élu Trump 3 fois de suite. Et je pense que cette fois-ci, l'administration Trump et leurs homologues en Russie et en Chine travaillent ensemble en concert pour atteindre ces objectifs. Mais avec tout cela, de nouvelles attaques, il y a maintenant de fortes indications que les Russes sont prêts à prendre une position plus dure, non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre les Européens. Eh bien, d'abord, après cette attaque contre la résidence de Poutine ou ce centre de commandement nucléaire, nous avons vu Sergei Lavrov sortir et dire que eh bien, nos demandes de paix seront maintenant beaucoup plus dures ou nous exigerons plus. Il a également dit que la représaille a déjà été décidée, les cibles ont été choisies. Et en même temps, nous avons aussi maintenant, hier soir que nous étions pendant le réveillon du Nouvel An, quand il y a eu cette attaque ukrainienne sur Kherson contrôlée par les Russes, dans laquelle 24 personnes sont mortes, nous voyons Maria Zakharova sortir et dire que nous allons riposter. Et bien sûr, il voit l'Occident derrière cela. Ce sont, vous savez, les marionnettistes. Eh bien, elle n'a pas utilisé ce mot. Mais tout cela commence à montrer, au moins rhétoriquement, à lier tout ce qui se passe, tout ce que l'Ukraine fait très directement envers les Européens. Alors, comment voyez-vous? Je veux dire, ce n'est pas juste de la rhétorique. Quand vous voyez cela, des changements dans le langage, cela indique qu'est-ce que cela signifie? Quelque chose change dans l'attitude. Ou pensez-vous que ce sont des coups de semonce? Ou pensez-vous qu'ils sont prêts à aller plus loin? Non, je pense que cela a probablement beaucoup à voir avec l'opinion publique russe, parce que je pense que le peuple russe lui-même est fatigué des insultes et des humiliations de l'Occident, et ils veulent voir une sorte de réaction qui montrer aux adversaires occidentaux qu'ils ne peuvent pas pousser cela trop loin. Mais je pense que le gouvernement de Poutine, qu'ils sont conscients que cela pourrait potentiellement être une erreur, vous savez. Prenons la Première Guerre mondiale comme précédent. Une des grandes erreurs que l'état-major militaire allemand a commise est d'ouvrir une guerre sans restriction dans l'Atlantique par les U-boats allemands, les sous-marins. Donc, quand ils ont commencé à attaquer des navires américains apportant des fournitures à la Grande-Bretagne et à la France, ils ont fini par couler le Lusitania, et cela a été le déclencheur qui a amené les États-Unis la Première Guerre mondiale, malgré le fait que les Américains ne voulaient pas entrer dans la Première Guerre mondiale. Mais vous savez, au moment où vous avez fait cela donne un énorme élan à, vous savez, toute l'industrie des relations publiques et les médias pour commencer à construire une histoire sur, vous savez, les méchants allemands ou les méchants russes et nos pauvres frères et sœurs en Europe, vous savez, nos compatriotes et alliés traditionnels, et nous devons aller et les soutenir et les appuyer. Donc, je pense qu'une sorte d'acte impulsif de vengeance ou de représailles serait probablement contre-productif. Et nous avons déjà vu cela il y a quelques mois lorsque les Ukrainiens ont réussi à détruire un certain nombre de bombardiers stratégiques russes avec des drones, ce qui était une attaque très humiliante contre la Russie. Il y avait aussi des appels à des représailles et nous avons également entendu la rhétorique. Oh oui, nous allons riposter et nous avons déjà décidé des cibles. Et vous savez, tout va être fait. Et puis oui, bien sûr, il y a eu des représailles, mais elles étaient toutes limitées à l'Ukraine. Et je pense que c'est exactement la raison. Car je pense que les Russes ne veulent pas donner à leurs ennemis occidentaux un prétexte pour créer un front uni et ramener les Américains en tant qu'adversaires de la Russie. Et donc, ils résisteront à l'envie de frapper des cibles européennes et à la place, ils frapperont des cibles ukrainiennes parce que pour la direction russe, pour le Kremlin, pour Vladimir Poutine et son gouvernement,
Le plus grand objectif à atteindre est la victoire sur l'Ukraine, ce qui est aussi une victoire sur l'OTAN. Et ils ne se laisseront pas détourner par ces, vous savez, sales tours qui sont censés les appâter, qui sont censés les attirer dans un piège pour répondre de manière impulsive qui, en fait, reculer davantage leur objectif stratégique. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils aimeraient voir Vladimir Poutine partir et pourquoi ils essaient de l'assassiner, car c'est lui qui a été la voix de la modération en Russie. C'est lui qui a refusé de tomber dans leur provocation et de mordre à l'hameçon. Et s'ils avaient quelqu'un de plus belliciste au Kremlin, alors peut-être qu'ils lanceraient un missile sur Londres ou Bruxelles ou une base de l'OTAN en Pologne ou en Roumanie et donneraient ainsi aux pays membres de l'OTAN un prétexte pour invoquer l'article 5 et faire escalader la guerre à un scénario de troisième guerre mondiale. Mais en termes de cela, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ces escalades se produisent maintenant et pourquoi une partie de la rhétorique change, que ce soit parce qu'il nous faut une guerre avec la Russie ou qu'il faudrait peut-être commencer à parler, reflète évidemment beaucoup les réalités changeantes sur le terrain, comme je l'ai dit auparavant. Non seulement militairement en déclin, mais le problème économique n'a pas été résolu, évidemment, en échouant à prendre les actifs russes, les divisions politiques au sein de l'Ukraine et le soutien international réduit. Combien de temps pensez-vous que l'Ukraine peut tenir cependant si vous êtes... ou qu'attendez-vous de voir s'il n'y a pas de règlement politique? Parce qu'il ne semble pas qu'il y en ait un à venir. Il serait très difficile de faire une prédiction, mais je pense que l'effondrement du régime ukrainien ne peut pas être très loin. Et je pense que je n'exagère pas en disant que cela se produira cette année, mais cela pourrait arriver avant la fin de l'hiver. Vous savez, les Russes avancent sur le champ de bataille d'une manière qui semble s'accélérer. Les lignes de front avancent de plus en plus vite. Et je pense que bientôt, ils auront brisé la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire. Et puis, à partir de ce moment-là, cela pourrait être relativement plus facile pour eux d'atteindre le Dniepr que de simplement libérer le reste du Donbass et de Louhansk. Et puis, à partir de là, je ne sais pas si nous verrons une avancée vers Mykolaïv et vers Odessa. Mais je crois que la chose la plus importante pour le Kremlin est de savoir qui forme le gouvernement à Kiev. Vous savez, le gouvernement central à Kiev. Et s'ils obtiennent un gouvernement qui va retomber dans l'orbite russe et devenir peut-être un gouvernement ami ou un allié comme l'Est, la Biélorussie, alors il n'y a pas besoin de conquête militaire supplémentaire. Vous savez, ils peuvent contrôler le pays par des moyens administratifs en ayant le gouvernement de Kiev de leur côté. S'ils ne peuvent pas, si l'Occident principal parvient à défendre un gouvernement qui est orienté vers l'Ouest et est loyal au centre de pouvoirs occidentaux, alors il devient peut-être nécessaire pour les Russes de prendre Odessa par la force et de fermer la mer Noire aux nations occidentales. Je pense que nous découvrirons cela d'ici la fin de cette année et probablement avant l'été. Mais alors que tout cela se passe, alors que la position de Zelensky continue de s'affaiblir, le gouvernement devient bien sûr de plus en plus faible. Nous voyons que pour les Britanniques, ils semblent se préparer à imposer une solution pour prendre le relais si nécessaire. Donc ils semblent déterminés à s'assurer que l'avenir de l'Ukraine et du gouvernement après cette guerre sera toujours dans l'orbite de l'OTAN. Et un futur possible mandataire. Mais si c'est le cas, comme vous l'avez dit, cela change les calculs de la Russie. Alors, les revendications territoriales seront probablement beaucoup plus grandes. Mais quand voyez-vous la possibilité que maintenant la Russie ait quelque chose bien en visant Odessa dans un avenir proche? Parce que, comme vous l'avez dit auparavant, la réponse aux attaques contre les pétroliers et raffineries russes, ce sera probablement que les représailles seront contre l'Ukraine. Mais jusqu'à présent, il semble que non seulement contre l'Ukraine, mais qu'Odessa a été une cible clé.
c'est-à-dire ses ports, son système énergétique, ses ponts, toute l'infrastructure requise dans cette partie très stratégique de l'Ukraine. Voyez-vous la Russie prendre des mesures contre Odessa dans un avenir proche? Encore une fois, je pense que cela dépendra de qui parviendra à former le gouvernement à Kiev après Zelensky. Et je ne suis pas complètement convaincu que Valery Zaluzny serait un acteur occidental pro-Londres, pro-OTAN. Peut-être que le temps me prouvera le contraire, mais j'ai le soupçon que Zaluzny se révélera être quelque chose de différent de ce que nous pensons qu'il est. Nous le découvrirons en temps voulu. Mais vous savez, Odessa est extrêmement importante parce que, vous savez, les puissances occidentales, l'OTAN, Londres, Berlin, Paris, elles savent qu'elles ont perdu cette guerre. Mais ce qu'elles veulent préserver, c'est une tête de pont. En Ukraine, par laquelle elles pourraient continuer au fil du temps à attaquer la Russie, vous savez, de manière, entre guillemets, asymétrique par des actes de sabotage et de terrorisme, avec un afflux de drogue. Vous savez, les guerres de l'opium sont une longue tradition de l'Empire britannique. Par peut-être même des attaques par armes biologiques, parce que, vous savez, le Pentagone a admis faire fonctionner 46 laboratoires biologiques en Ukraine. Et il gère encore des centaines de laboratoires dans des endroits comme la Géorgie et d'autres pays entourant la Russie. Donc, Odessa serait extrêmement important pour avoir accès à cette tête de pont. Donc, la lutte pour le contrôle d'Odessa fait certainement partie de cette guerre. Mais cela ne... Vous savez, les Russes n'ont pas nécessairement besoin de conquérir Odessa militairement. Il suffit qu'ils prennent le contrôle du gouvernement à Kiev et ensuite ils peuvent contrôler Odessa par, vous savez, des inspections douanières, par des réseaux de renseignement, par les autorités portuaires, etc. Et ils peuvent fermer cette, appelons-la tête de pont, pour les intérêts occidentaux afin qu'ils puissent continuer à attaquer et déstabiliser la Russie. S'il s'agit d'une conquête militaire, je pense que cela pourrait ne pas ressembler exactement à ce qui s'est passé. Vous savez, à Mariupol et dans des endroits comme ça, car je crois qu'il y a une insurrection assez forte déjà présente à Odessa, et je pense que les Russes pourront infiltrer la ville, vous savez, peut-être avec des forces spéciales déguisées en civils, et peut-être renverser le gouvernement sans avoir à détruire la ville, vous savez, à la manière de Fallujah. Je ne pourrais pas prédire ce qui va se passer, mais j'espère que cela se fera de manière à... Le régime actuel à Kiev tombe et est remplacé par quelque chose de plus démocratique, et avec le temps, l'Ukraine devient une zone tampon neutre entre la Russie et l'Occident, et le scénario de guerre se dissipant simplement de cette façon sans trop de nouvelles victimes. Eh bien, la guerre en Ukraine concerne en grande partie la mer Noire, tout comme la guerre de Crimée au milieu du 19e siècle. Donc, et vous le voyez aussi dans la rhétorique. Vous avez l'impression que pour les Français, les Britanniques, ainsi que les Américains, la capacité de maintenir la position qu'ils ont maintenant, avec l'Ukraine, l'avantage qu'ils conservent, tout en étant très optimiste à ce sujet, combien la flotte russe de la mer Noire a été contrainte. Si vous voyez le triomphalisme dans les articles de journaux disant que, eh bien, la flotte de la mer Noire ne peut plus vraiment se déplacer librement en mer Noire. Ils doivent se maintenir à l'abri dans les ports et même alors, ils sont toujours vulnérables aux attaques ukrainiennes. Il est difficile d'imaginer qu'ils accepteraient un règlement d'après-guerre où ils perdraient cette capacité de contrôler ou de défier la liberté de navigation russe à travers la mer Noire. Ce sont les trois principaux océans que l'OTAN cherche à limiter. La manœuvrabilité de la Russie, c'est-à-dire dans l'Arctique, la mer Baltique et la mer Noire. Oui, c'est pourquoi je me demande, pensez-vous que c'est l'une des raisons pour lesquelles les Européens pourraient préférer ne pas avoir d'accord de paix, qu'il est préférable de voir un effondrement et ensuite simplement passer à plus de guerres de guérilla, ou oui,
une guerre différente, non officielle au moins, pour ne pas créer un consensus autour d'un autre statu quo? Oui, je pense définitivement que cela en fait partie. Je veux dire le contrôle de la mer Noire. Vous savez, les sources d'Europe occidentale et de l'OTAN ont été explicites sur le fait que vous savez comme. D'accord? Donc peut-être que nous avons perdu l'Ukraine, mais nous devons continuer la lutte pour le contrôle de la mer Noire. Vous savez, le fait qu'ils puissent faire exploser des navires russes, je pense que cela ne change pas le calcul stratégique ici, vous savez. Cela inflige des dommages à la Russie, mais cela n'apporte à l'Occident aucun degré de victoire sur la Russie, ni aucune possibilité de, vous savez, inverser la défaite de l'Ukraine. Donc je pense que c'est un peu du triomphalisme à des fins de relations publiques pour rallier les troupes. Vous savez, avoir de bonnes histoires à raconter, mais sans effet réel, car finalement, vous savez, les Russes peuvent parfaitement leur faire ce qu'ils font aux Russes. Les Russes sont très retenus, encore une fois, parce qu'ils ne veulent pas donner à l'Occident collectif un prétexte pour, vous savez, invoquer l'article 5 et unir l'OTAN. Mais je pense que les Russes sauront répondre de manière asymétrique et je pense qu'ils le font régulièrement, vous savez, de manière qui ne sont pas nécessairement visibles et qui ne sont pas nécessairement rapportables dans les nouvelles, mais qui se produisent néanmoins. Je dois mentionner cela car je n'ai jamais approfondi la question, mais j'étais très intrigué que, à un moment donné, j'oublie quelle année c'était, mais je pense que c'était à un moment donné en 2022 que les Russes ont annoncé certains nouveaux sous-marins et ils sont partis en patrouille dans l'océan Atlantique. Donc c'était une sorte de communiqué de presse. Et puis, quelques semaines plus tard, peut-être 2 ou 3 semaines plus tard, nous avons eu le programme spatial de Richard Branson où ils ont lancé quelque chose qui a ensuite simplement disparu du radar. Tout a simplement disparu. Et j'ai pensé, je me demande si ce n'était pas les Russes. Mais vous savez, j'ai trouvé très étrange que même les Britanniques n'aient pas essayé de blâmer les Russes. Ils se sont contentés de... C'était suffisamment embarrassant pour qu'ils mettent l'histoire de côté et la fasse disparaître. Et aujourd'hui, la plupart des gens ne se souviennent même pas que Richard Branson avait un programme spatial, vous savez, comme Elon Musk et Jeff Bezos. Les Britanniques devaient avoir leur propre programme parce que c'est une question de prestige. Vous savez, si votre propre Richard Branson a un programme comparable à celui d'Elon Musk et de Jeff Bezos, alors vous êtes toujours l'une des grandes puissances mondiales. Mais à partir de ce jour-là, tout le programme a été abonné. C'était terminé. Et je dois demander, est-ce que les Russes ont quelque chose à voir avec ça? Parce que c'était des semaines après qu'ils aient envoyé leurs sous-marins en patrouille dans l'océan Atlantique où ils auraient pu parfaitement abattre le vaisseau spatial de Richard Branson. Je ne sais pas, mais je pense que les Russes font vraiment ce genre de choses. J'ai entendu des histoires sur eux. Ils ont identifié les emplacements des troupes SAS britanniques. Et ensuite, ils utilisent ça quand ils veulent riposter contre les intérêts britanniques et ils éliminent simplement les contingents SAS, pas seulement autour de l'Ukraine, mais pratiquement partout dans le monde. Donc ces choses arrivent, mais elles ne peuvent pas se produire d'une manière qui soit suffisamment évidente pour qu'ils puissent dire « Ah, ce sont les Russes qui attaquent les nations membres de l'OTAN, donc nous devons invoquer l'article 5 et nous unir contre la Russie. » Vous avez probablement vu, oui, certains des discours de Nouvel An. Les discours de Nouvel An, ils sont toujours intéressants à regarder car ils tracent ce à quoi s'attendre. Et vous avez sans doute vu, ou enfin, si vous avez vu Friedrich Merz, le chancelier allemand, Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Oh, il a parlé d'un nouveau départ. L'Europe devait être plus audacieuse, vous savez, en raison des marées changeantes avec les États-Unis, mais aussi pour affronter la Russie. Bien sûr, l'agression russe en Ukraine est une menace pour toute l'Europe. Une grande partie de cela s'est concentrée autour de l'Europe. Ça m'a un peu rappelé Otto von Bismarck quand il a dit que ce que les dirigeants prétendent ou disent au nom de l'Europe, est-ce qu'ils n'osent pas dire en
vous savez, en leur propre nom ou pour leur propre intérêt national, mais je pensais que c'était un thème clé. Et il a dit oui, eh bien, l'Europe est menacée étant donné la Russie. Cependant, l'Allemagne est en sécurité, donc vous devriez être détendu. Il était, je ne sais pas, je ne dirais pas partout, mais il semble toujours qu'il soit prêt à, oui, repositionner l'Allemagne à nouveau à cette position historique de confrontation avec la Russie. C'est après que les États-Unis et d'autres deviennent un peu plus incertains, hein, peut-être voulant plus de dialogue avec les Russes, que les Allemands continueront, oui, je suppose, à aller vers la confrontation. Voyez-vous cela comme étant durable maintenant que dans tout l'Occident, nous allons tous, je suppose, un peu de directions différentes? Non, je ne vois pas ça comme durable. Je pense que l'Allemagne est sur la mauvaise voie et je pense que parmi tous les dirigeants européens, Friedrich Merz pourrait être le plus vulnérable. Et j'ai trouvé particulièrement intéressant que il y a environ un mois, lorsque Steve Witkoff et Jared Kushner sont allés à Moscou, ils ont passé 5 heures en réunion avec Vladimir Poutine. Apparemment, l'un des sujets qu'ils avaient discuté était la reconnexion de Nord Stream 2. J'ai trouvé intéressant que les délégués américains discutent de cela avec les Russes, étant donné que le projet est entre la Russie et l'Allemagne, et qu'il n'y avait aucun délégué allemand à Moscou ce jour-là. Et donc cela me dit que peut-être que l'administration Trump a déjà décidé qu'ils traiteront Friedrich Merz comme une nullité, comme un ancien chancelier d'Allemagne, parce qu'ils anticipent qu'il y aura un changement de régime là-bas. Et je pense que même le récent changement de cap d'Emmanuel Macron concernant la Russie a laissé Friedrich Merz sur le carreau parce qu'il est maintenant pratiquement isolé parmi les puissances européennes en tant que principal faucon de guerre, avec probablement le moins de soutien parmi son peuple. Donc il est dans une situation très très fragile, Et puis il est aussi responsable de ce changement vraiment radical de politique économique parce il a mené la charge pour se passer du frein à la dette constitutionnelle allemande et exempter le complexe militaro-industriel allemand de cela. Donc, il pourra dépenser des centaines de milliards d'euros en réarmement et en futurs projets d'infrastructure. Et vous savez, cela va inévitablement faire monter l'inflation, ce qui est un sujet très sensible et toujours été pour les Allemands. Et je pense que de ce point de vue, il va se mettre beaucoup de gens à dos, non seulement parmi les gens ordinaires qui vont le ressentir dans leur quotidien avec la hausse du coût de la vie, mais aussi parmi les banques allemandes et les industries qui pourraient souffrir des conséquences de tout cela. Donc je pense que Merz est très imprudent. Et je pense que la raison pour laquelle il est imprudent est qu'il est très désespéré. Et je crois que il n'arrivera pas à la fin de son mandat. Oui, eh bien, comme vous le savez, l'objectif historique de la Grande-Bretagne, puis des États-Unis, a toujours été d'empêcher l'Allemagne et la Russie de s'unir afin qu'il n'y ait pas de coalition continentale. Oh, vous voulez dire les garder séparés? Oh oui, oui, désolé, les garder séparés. Oui, désolé. Mais encore une fois, après cela, je ne pense pas que l'économie allemande puisse vraiment se remettre à ce qu'elle était, et la Russie a manifestement très peu d'intérêt maintenant à maintenir de bonnes relations avec les Allemands. Je pense qu'après la Seconde Guerre mondiale, vous savez, ils ont eu une grande opportunité de restaurer les relations. Après la guerre froide, ils croyaient que, comme c'était historiquement, l'Allemagne devait être la porte d'entrée pour que la Russie s'engage avec l'Europe. Mais tout cela semble être, pour l'avenir prévisible, terminé. Je pense qu'ils considèrent maintenant les Allemands avec le plus grand ressentiment de tous les Européens, même les Britanniques. Donc, c'est une évolution intéressante. Je veux juste poser, la dernière question, c'est que voyez-vous se passer après cette guerre? Parce que, disons qu'un accord de paix pourrait être conclu, pas demain, mais dans un avenir prévisible, où l'Ukraine s'effondre simplement, donc la guerre prend fin. Que pensez-vous qu'il se passerait alors?
parce que la société ukrainienne est à peine unifiée si la guerre se termine. Euh, Vous voyez aussi l'Occident ainsi que l'Europe semblent miser sur l'unité grâce à une opposition commune à la Russie. Il semble y avoir beaucoup de jeux de blâme et de ressentiments qui se propageraient. Beaucoup de politiciens dans de nombreux pays ont misé beaucoup de capital politique sur la défaite stratégique de la Russie. Alors, que voyez-vous après cette guerre? Parce que nous n'allons pas revenir appelons cela les temps heureux d'avant 2014. Non, certainement pas. Je pense qu'il va y avoir des changements très radicaux en Europe. Je pense que pour ce qui est de l'Ukraine, j'ai tendance à être optimiste, car je pense qu'une fois qu'un accord est atteint, il va y avoir un investissement à grande échelle dans la reconstruction et la reconstruction de l'Ukraine. Et ils vont probablement se relever, évidemment pas du jour au lendemain, mais au cours des 10 ou 20 prochaines années, l'Ukraine va devenir plus prospère qu'elle ne l'a probablement été depuis l'époque soviétique. Je pense que les investisseurs américains, russes et chinois vont s'y rendre et ils vont chercher à intégrer l'Ukraine dans ces intégrations multipolaires. Vous savez, dans l'union douanière et dans l'architecture BRICS, parce que c'est un nœud important dans le réseau eurasien, dans l'ensemble du réseau eurasien. Je pense que les États-Unis, vous savez, quand je dis investisseurs américains, chinois, russes, je parle probablement de fonds souverains d'investissement. Et je pense que cela fait partie, vous savez, du plan de paix original en 28 points qui a été produit par les Américains, qui envisageait un fonds commun de 200 milliards de dollars administré conjointement par les Russes et les Américains. Et 100 milliards de dollars de cela proviendraient des actifs gelés qui sont maintenant sous la garde européenne. Donc, ce serait une victoire stratégique pour la Russie, car cela changerait complètement l'architecture de sécurité pour l'Europe. Cela répondrait enfin à leurs préoccupations de sécurité, et je pense que ce serait une défaite stratégique pour les ennemis de la Russie. Nous devons, vous savez, quand nous parlons de l'Allemagne, de la France, de la Pologne et de tous ces autres pays, aussi négatifs que la situation puisse paraître aujourd'hui, nous devons nous rappeler qu'il y a un an, le plus grand ennemi de la Russie était les États-Unis. Vous savez, l'administration Blinken-Sullivan, et puis cela a changé avec l'élection de Donald Trump. Et maintenant, vous savez, la Russie et les États-Unis sont pratiquement des partenaires stratégiques. Et donc, je pense que si, vous savez, dans un avenir proche, si il y avait un changement de régime à Paris et un changement de régime à Berlin, disons, l'AfD parvient à former un gouvernement et l'Assemblée nationale en France parvient à former le prochain gouvernement. Alors, je pense que vous pourriez voir des changements très importants et peut-être que c'est parce que vous savez la stratégie nationale américaine de sécurité parlait de soutenir ces mouvements souverainistes en Europe. Donc je suppose qu'il y a de réelles façons de coopérer entre l'administration Trump et l'AfD et l'Assemblée nationale et un gouvernement comme celui de Viktor Orban et Babiš et Robert Fico, etc. Et que cela renverse la situation et disons l'équilibre des pouvoirs sur le continent européen. Et alors nous pourrions avoir des relations très différentes qui commencent à s'établir entre la Russie et l'Allemagne, la Russie et la France, la Russie et de nombreux pays d'Europe de l'Est. Et peut-être que c'est finalement ce qui a motivé Steve Witkoff et Jared Kushner de discuter des gazoducs Nord Stream. Et vous savez, c'était pas une chose ponctuelle. Je veux dire, cette histoire sur les pipelines Nord Stream et les Américains qui voulaient s'insérer dans l'administration de ce commerce de gaz naturel et de pétrole entre la Russie et l'Europe. Je pense que c'est une chose réelle et je pense que c'est peut-être pourquoi, parce qu'ils envisagent déjà une vague de changement de régime déferlant sur l'Europe, disons les partis qui ont été vaincus sur le projet Ukraine seront hors du pouvoir
et le mouvement souverainiste sera considérablement renforcé. Et je pense qu'en parlant depuis l'Europe, en tant qu'Européen, je vois cela comme un développement très prometteur. C'est tout à fait cohérent avec la nouvelle stratégie de sécurité qui envisage la culture d'une nouvelle opposition en Europe pour remplacer certains de ces gouvernements. Donc, je pense que de grands changements arrivent en Europe. Mais en Ukraine, cependant, parce qu'il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens qui se sont cachés pour être enrôlés dans l'armée, qui n'ont pas pu quitter le pays, vous avez juste une tonne de déserteurs qui ont fui leur ligne de front. Vous avez des personnes qui ont vu leurs proches envoyés au front contre leur volonté et tués. Tous ces mensonges, cette mauvaise gestion, cette corruption, vous avez des centaines de milliers d'Ukrainiens qui, selon les médias ukrainiens, se sont relocalisés ou installés dans des territoires occupés par la Russie, ce qui bien sûr ne donne pas une bonne image dans la guerre des récits. Et on peut supposer que beaucoup d'autres reviendraient une fois cette guerre terminée. On voit que les nationalistes n'acceptent aucune défaite, qu'elle soit diplomatique ou sur le champ de bataille, tandis qu'ils pourraient aussi désormais représenter une force majeure contre les nationalistes à l'intérieur même de l'Ukraine. Je pense qu'il y aura du ressentiment envers la Russie pendant des décennies. Il y a beaucoup de gens qui verront les Européens les trahir en maintenant la guerre après qu'elle ait été perdue. Je pense que certains blâmeront les Américains de les avoir trahis en reculant. Je veux dire, il va y avoir beaucoup de divisions internes, je pense, en Ukraine. Pensez-vous qu'il soit possible de voir à nouveau la guerre avec la Russie remplacée par une guerre civile ou pensez-vous qu'ils en ont assez du conflit pour l'instant? Non, je pense que c'est tout à fait possible, en fait. Mais vous savez, il faut se rappeler que l'Union européenne et les pays européens se sont rendus tellement, très dépendantes des États-Unis de toutes sortes de manières qu'elles sont. Je pense qu'elles sont pleines de vulnérabilité à l'influence américaine. Vous savez, les États-Unis, une de leurs spécialités dans la période d'après-guerre mondiale a été les opérations de changement de régime. Et même si Trump a supprimé le financement et dissous l'USAID, qui était l'une des organisations qui fomentait des changements de régime dans le monde entier, ils n'ont pas dissous le National Endowment for Democracy, qui a des bureaux et un vaste réseau d'ONG à travers l'Europe. Et je dois dire que je me suis demandé si la récente vague de manifestations que nous avons vues dans des endroits comme l'Irlande, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Grèce et un certain nombre de pays européens, si cela n'avait pas un lien avec peut-être des ONG financées par les Américains. Donc, on verra. Je pense que si l'Europe parvient à se refermer sur elle-même dans un bloc autoritaire dirigé par l'UE, qui ensuite, vous savez, va dans la direction du militarisme et de la confrontation avec la Russie, dans ce cas, nous pourrions voir des soulèvements sociaux et une guerre civile. Mais si nous assistons à des changements de régime de partis souverainistes formant des gouvernements à Berlin et à Paris, etc., alors je pense que nous pourrions voir une dissolution pacifique de l'UE davantage sur le modèle de la dissolution de l'URSS, où, vous savez, un jour, les dirigeants des républiques constituantes se sont réunis à Belavezza en 1991 et ont dit « D'accord, ça ne fonctionne pas. Dissolvons le tout ». Ils ont signé un document, les accords de Belavezza 2.0 pour l'Europe, et du jour au lendemain, l'UE n'existe plus, et les pays européens individuels doivent comprendre comment imprimer leur propre monnaie, comment organiser leurs propres forces armées et leur sécurité. Et bien sûr, à ce moment-là, ils devront être en bons termes avec leurs voisins, ils devront être en bons termes avec le gouvernement américain, avec le gouvernement russe. Et je pense que tout cela poussera les pays à graviter vers des intégrations multipolaires, vers l'OCS. Et j'ai tendance à penser que tout cela sera un développement très positif pour, vous savez, les gens ordinaires dans la rue. Eh bien, je ne vais pas poser plus de questions sur les prédictions, car avec tous ces changements aussi, tout en même temps, le géopolitique, le géoéconomique, il y a, oui, trop de choses à se produire pour faire des prédictions certaines, mais je pense qu'on peut dire sans risque que 2026 ne sera malheureusement pas une année très stable, je pense.
mais il y aura une énorme quantité de changements. Donc j'espère, comme vous d'ailleurs, je pense que certains de ces changements pourront produire une certaine paix. Encore une fois, j'espère toujours que des institutions comme l'OTAN, l'UE pourrait se réformer, idéalement pour former une architecture de sécurité européenne inclusive qui gère et réduit réellement la concurrence en matière de sécurité au lieu de ces blocs militaires obsédés par la dissuasion basée sur des blocs. Mais je pense qu'ils seront emportés ou iront dans la poubelle de l'histoire, si vous voulez. Des pensées finales avant de conclure? Eh bien, j'aimerais juste ajouter que, vous savez, pour tous ceux qui écoutent notre conversation, ça va être une année importante. Et vous savez, j'ai entendu beaucoup de gens dire, oh oui, oui, ceci et cela, mais je ne peux rien faire. Je suis juste je suis juste, vous savez, un individu. Et je veux juste partager mon impression que je pense qu'en fait, vous n'êtes pas impuissant. Ils ne dépensent pas ces dizaines et centaines de milliards de dollars en propagande chaque année parce qu'ils s'ennuient et n'ont rien à faire. Ce que nous pensons et notre orientation politique sont extrêmement pertinents. Donc vous savez, chacun de nous a un peu de pouvoir et si nous voulons tous la paix et la prospérité et une coopération constructive entre les nations, alors nous obtiendrons cela. Mais nous devons dissiper l'idée que nous sommes impuissants, car cela ne fait que nous rendre passifs et permet aux pires dégénérés consanguins qui dirigent notre société d'avoir, vous savez, carte blanche pour faire ce qu'ils veulent de notre avenir. Donc je dirais, dans la mesure du possible, rester alerte, rester engagé. Le prix de la liberté est la vigilance éternelle. Et je pense que nous devons rester vigilants. Et je crois que dans un an, nous pourrions regarder un monde très différent. Et je pense qu'il y a une chance que ce soit beaucoup mieux que ce à quoi nous sommes habitués. J'adore votre optimisme. J'espère vraiment que c'est la direction que nous prenons. Donc, comme toujours, merci. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, et si on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit.